ma fiancée a dit au téléphone, je vais rester avec lui pour l'instant. J'étais assis juste là, lui tenant la main, en me demandant pour qui elle comptait me quitter. Je m'appelle Andrew, j'ai 30 ans, assis sur le canapé avec ma fiancée Molly, 28 ans. Un dimanche soir tranquille, des boîtes de plats à emporter sur la table basse, ses pieds glissés sous ma jambe, une comédie romantique idiote en fond. Pour une fois, tout semblait paisible. Puis son téléphone s'allume, maman cœur rouge. Elle répond sans hésiter et active le haut-parleur. J'écoute à moitié jusqu'à ce que je l'entende dire, avec ce ton fatigué mais doux. Maman, je vais rester avec lui, pour l'instant. Je ne veux juste pas être seul. Mon estomac se glace. La voix de sa mère grésille dans le haut-parleur, décontractée comme un ragoût autour d'un brunch. Tu fais ce qu'il faut, ma chérie. Les hommes sont comme les bus, il y en a toujours un autre qui arrive. Ne t'attache pas trop. Molly rit. Elle rit. Ouais. Si quelqu'un de mieux se présente, je verrai à ce moment-là. Il ne s'en rendra même pas compte. Moi, je m'en rends compte. J'entends chaque syllabe. Je la fixe, la femme que je suis censé épouser dans 6 mois, et je dis calmement. Donc, pour qui exactement tu comptes me quitter? La couleur quitte son visage. Le téléphone lui échappe des mains. Andrew, ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. Je me lève, j'éteins la télé, et je sens la pièce tomber dans le silence. Alors n'attends pas. Elle se jette vers moi en pleurant, agrippant ma manche, murmurant des excuses qui sonnent comme apprises par cœur. Je recule, je vais dans la chambre et je commence à plier mes vêtements dans un sac de sport. Chaque bruit, la fermeture éclaire, le tiroir qui se referme ressemble à un clou enfoncé dans quelque chose en moi qui se scelle. Cet appel n'a pas seulement gâché notre soirée. Il nous a détruits. Quand je suis arrivé chez mon frère ce soir-là, Molly avait déjà réécrit l'histoire. Dans sa version, j'étais le méchant, le fiancé instable, qui avait surréagi à une conversation privée. Elle n'a pas mentionné que sa conversation privée était sur haut-parleur, ni que c'est sa mère qui lui conseillait de me garder jusqu'à trouver un meilleur homme. La première onde de choc a frappé en quelques heures. Sa meilleure amie, Lydia, a posté quelque chose de vague mais bien ciblé. Certains hommes ne supportent pas que des femmes émotionnellement mûres disent la vérité vernis à ongles. Molly a liké, évidemment. Puis Becky, sa sœur, a partagé un selfie avec cette légende, quand le fiancé de ta sœur ne supporte pas un peu d'honnêteté, larmes de joie #boulette évitée. Le matin, les chuchotements étaient devenus un brasier. Un ami commun m'a écrit, et mec, ça va? Ce genre de compassion réservée aux humiliations publiques. Même le barista de mon café habituel m'a lancé ce demi-sourire compatissant. Vous êtes le gars dont la fiancée le garde en roue de secours, non? J'ai forcé un rire. On dirait, oui. Mon reflet dans la porte vitrée ressemblait à celui d'un inconnu, même visage, mais sans la confiance. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. Molly, oublions ça, d'accord? Tu sais que je ne pensais rien de tout ça. Je suis resté à fixer le message. Voilà. L'emprise. Pas d'excuses, juste une attente. Comme si tout pouvait être arrangé si je prétendais ne pas saigner. J'ai tapé une seule ligne. Moi, alors rends la bague. Silence pendant 10 minutes, puis sa réponse. Molly, non. Tu me l'as donné. Je pouvais presque entendre sa voix, ce mélange suffisant de défi et d'incrédulité que j'ose tenir ma position. J'ai appelé mon frère, Nick. Il est avocat pragmatique, direct. Après m'avoir écouté, il a dit, c'est un cadeau conditionnel. La condition, c'est le mariage. Pas de mariage, pas de bague. Elle ne la garde pas. Il a marqué une pause, puis a ajouté, mais elle va rendre ça compliqué. Attends-toi à un spectacle. Il avait raison. Le dimanche matin, je lui ai envoyé un message. Midi, café sur Fifth. Sinon je dépose le dossier lundi matin. 5 minutes plus tard, elle a répondu. Très bien. Mais tu paies mon café. Je suis arrivé en avance. Le café était bondé, la lumière du soleil filtrait par les grandes fenêtres, le genre d'endroit qui sent le sirop à la vanille et l'arrogance. Je l'avais choisi exprès assez public pour qu'elle ne fasse pas de scène. Du moins, c'est ce que je croyais. Molly est entrée à 12h07, en retard comme toujours, portant la même robe à fleurs que le jour de nos fiançailles. Symbolique, probablement volontaire.
Elle avait l'air soignée, maîtrisée jusqu'à ce qu'elle me voie. J'avais déjà posé sur la table la petite boîte à bijoux, fermée. Je récupère ce qui est à moi, ai-je dit. Elle s'est assise lentement, croisant les jambes comme si elle s'installait pour une représentation. Tu veux vraiment faire ça ici? Oui. Tranquillement. Elle a ri, un son sec qui a fait se retourner 2 personnes à la table voisine. Tu es incroyable, Andrew. Je fais une remarque à ma mère et toi, tu brûles toute notre relation pour ça. Une remarque où tu dis que tu attends mieux. Oui, pour moi c'est rédhibitoire. Ses yeux se sont posés sur la boîte. J'ai mérité cette bague. Tu as fait ta demande parce que tu le voulais. Tu ne peux pas la reprendre juste parce que ton ego est blessé. Mon ego? Je me suis penché en avant, baissant la voix. Molly, toi et ta mère avez parlé de moi comme si j'étais un bouche-trou. Je ne suis pas en colère, j'ai fini. Cette bague représente une promesse qu'on abandonne tous les deux. Elle a secoué la tête, murmurant d'un ton féroce, tu vas le regretter. Les gens pensent déjà que tu es instable. Continue, et je ferai en sorte qu'ils le croient. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas une histoire de cœur brisé, c'était une histoire de contrôle. Elle ne supportait pas l'idée que je choisisse la dignité plutôt qu'elle. Je me suis levé, j'ai laissé une enveloppe pliée sur la table, une déclaration imprimée par Nick expliquant la jurisprudence sur les cadeaux conditionnels, et je suis parti. Derrière moi, sa voix a monté, désespérée et cassante. Andrew, tu n'as pas le droit. Tout le monde va entendre parler de la façon dont tu m'as humilié. C'était déjà le cas. Le soir même, sa version de l'histoire était partout. Des captures d'écran de mon texto sur le café, recadrées et légendées, il m'a menacé de me poursuivre en justice pour une bague. Ses abonnés ont envahi mes MP avec des perles du genre « grandi, bébé en couche ». Même un collègue m'a envoyé un mème, une bague de fiançailles avec la légende « Certains hommes veulent vraiment une politique de remboursement sur l'amour ». C'était humiliant. Mais sous la brûlure, il y avait une clarté. Molly pensait pouvoir utiliser la réputation comme une arme, que la honte me ferait reculer. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que j'avais déjà tout perdu qui valait la peine d'être protégé, la relation, la confiance, l'illusion. Tout ce qu'il restait, c'était la vérité. Et j'en avais assez de la garder pour moi. Évidemment, elle n'est pas venue seule. À 11h59, j'ai vu Molly traverser la rue vers mon immeuble, pas seulement elle, mais Becky à ses côtés, toutes les deux fonçant comme 2 procureurs. Becky tenait son téléphone, déjà en train de filmer. Le visage de Molly était une composition de fureur théâtrale, yeux rougis, mascara parfait, ce mélange de rage et de jeu de scène qu'elle maîtrisait depuis les débats au lycée. J'ai ouvert la porte à moitié, m'adossant au chambranle. Vous êtes en avance. Andrew, a-t-elle commencé, souffle tremblant mais voix maîtrisée. Pourquoi faire de ça un spectacle? On peut parler comme des adultes. Bien sûr, ai-je dit. Commence par rendre la bague. Elle a cligné des yeux, puis a esquissé un sourire narquois comme si elle avait répété sa réplique. Tu m'as humilié devant tout le monde. Tu m'as ridiculisé dans ce café. Je la garde comme compensation. J'ai vraiment ri, je n'ai pas pu m'en empêcher. Compensation pour quoi? Pour avoir été prise en flagrant délit? Ça a brisé son calme. Sa voix a éclaté en cris. Tu m'as piégé. Tu voulais me ridiculiser pour te sentir homme à nouveau. J'ai dit à ma mère que tu avais des problèmes de colère, et tu es en train de le prouver. Des problèmes de colère, ai-je dit doucement. Je n'ai pas haussé la voix une seule fois. Becky a fait un pas en avant, main sur la hanche. Tu sais qu'elle dit à tout le monde que tu l'as trompé, non? C'est pour ça qu'elle t'a quitté. Tout le monde est au courant. Voilà l'option nucléaire. J'ai croisé le regard de Becky. Vraiment? Alors donne un nom. Avec qui je l'aurais trompé, exactement? Silence. La mâchoire de Molly s'est crispée. Becky l'a regardé comme si on lui avait donné un script qu'elle avait oublié d'apprendre. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. C'est là que Molly a explosé. Elle a arraché la boîte à bague de son sac et me l'a lancée à la poitrine. Elle a heurté, rebondi, et a cliqueté sur le trottoir entre nous. Tu fais la plus grosse erreur de ta vie, a-t-elle hurlé. J'ai baissé les yeux vers la boîte, puis je l'ai regardée à nouveau. Non, Molly. Je corrige une erreur. Elle n'avait rien à répondre. Elle est restée là à trembler, plus petite que je ne l'avais jamais vue.
Puis Becky l'a attrapé par le bras et a soufflé, on s'en va. Il enregistre. Elles sont parties en trombe, et je suis resté dans l'embrasure de la porte à les regarder disparaître au coin de la rue. Ça aurait dû être la fin. Mais bien sûr, ça ne l'était pas. En quelques heures, sa mère, Karen, appelait. J'ai ignoré les 2 premiers appels. Au 3e, j'ai décroché. Andrew, dit-elle, la voix dégoulinante d'une patience forcée, Molly est au plus mal. Elle a fait une erreur, mais tu t'acharnes. Sois l'adulte et rends la bague. Elle fait partie de la famille. Plus maintenant, ai-je dit. Et légalement, la bague m'appartient. Karen a soufflé avec mépris. Tu ne peux pas effacer les gens juste parce qu'ils te déçoivent. Je peux quand ils mentent, manipulent et transforment ma vie privée en spectacle. Mon chéri, dit-elle, adoptant ce ton sirupeux qu'elle utilisait pour prendre le contrôle, les relations sont compliquées. Vous êtes jeunes tous les 2. Tu vas regretter ça. J'ai raccroché avant qu'elle termine le mot « regretter ». Ce soir-là, mes réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille. Molly avait posté un selfie en noir et blanc légendé. Je guéris d'une relation abusive. Parfois il faut s'éloigner de ceux qui te brisent. J'ai fait défiler les commentaires. Des cœurs, des prières, des hashtags. Des gens que je connaissais depuis des années écrivaient « Tu mérites tellement mieux, ma belle ». Puis Becky a commenté, il a même essayé de lui reprendre sa bague vernie à ongles pathétique. Un chef-d'œuvre de vérité sélective, tout bon méchant a besoin d'une bonne campagne de com. Nick m'a écrit. Laisse-les parler. Les mots sont gratuits. Toi, tu as les preuves. Il avait raison. J'avais des textos, des captures d'écran, même sa voix sur haut-parleur admettant que je n'étais qu'une solution, pour l'instant. Mais une partie de moi ne voulait pas de vengeance, je voulais juste de la distance. Alors le lendemain matin, je suis allé au magasin de prêt sur gage à 3 rue de chez moi, celui avec le vieux néon délavé, achat-vente-échange. Le propriétaire, un homme calme nommé Youssouf, a regardé la bague et a sifflé doucement. Belle pierre. Vous vendez? Oui, ai-je dit. Longue histoire. Il l'a pesée, inspectée sous la lampe, puis a levé les yeux. 2900. C'est correct? C'était moins que ce que j'avais payé, 1003 cents de moins, pour être précis, mais ça ressemblait à une mue. D'accord. Les billets étaient chauds dans ma main, comme une forme de clôture. Je suis ressorti plus léger. Pas heureux, exactement, mais pur, ce genre de pureté qu'on ressent après avoir brûlé quelque chose qui empoisonnait l'air. Cet après-midi-là, j'ai transféré l'argent sur mon compte épargne, en nommant l'opération « frais de leçon ». Le soir, Becky avait déjà republié « Certains hommes vendent la bague de leur ex parce qu'ils ne supportent pas de la voir briller pierre précieuse ». J'ai failli répondre, puis je me suis retenu. Qu'ils gardent leurs illusions. Chaque mensonge qu'ils racontaient rendait la vérité plus tranchante. Le truc avec l'humiliation publique, c'est qu'une fois que tu y as survécu, tu arrêtes d'en avoir peur. Ils avaient pris mon image, l'avaient tordue, avaient essayé de m'enterrer sous les rumeurs, et j'étais toujours debout. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que l'histoire n'était pas terminée. J'avais été calme, poli, retenu. Mais j'avais des preuves, et la seule chose que les menteurs détestent plus que perdre le contrôle, c'est d'être exposé. Molly voulait de l'attention? Elle allait en avoir. La paix a duré environ 5 jours, juste assez longtemps pour que je croie que tout ça était peut-être vraiment fini. Puis les murmures ont recommencé. Tout a commencé par un message d'un collègue, « Et mec, ça va? J'ai entendu un truc bizarre. » Apparemment, Molly racontait à qui voulait l'entendre que je l'avais brisé mentalement. Pas au sens figuré. Elle affirmait que je l'avais manipulé, gaslighté, isolé de ses amis, la checklist classique de l'abuseur, copié-collé tout droit d'un blog de développement personnel. Au début, j'ai ignoré. Les gens disent des choses pour sauver la face. Mais quand les RH m'ont convoqué pour une discussion confidentielle, j'ai su qu'elle avait franchi une nouvelle ligne. La responsable RH, Polly, clinique a fait glisser une plainte imprimée de l'autre côté du bureau. Le nom de Molly en haut. Monsieur Taylor, dit-elle prudemment, votre ex-fiancé a déposé un signalement évoquant un schéma de manipulation émotionnelle et d'intimidation, y compris des menaces d'action légale par vengeance personnelle. J'ai presque ri. Elle a écrit publiquement que j'étais abusif émotionnellement, et j'ai demandé à récupérer mon bien. Voilà l'intimidation. Elle a hoché la tête, mal à l'aise.
Nous sommes obligés d'examiner la situation. Nick s'en est occupé immédiatement. Ne réponds ni à elle ni à ses amis, m'a-t-il dit au téléphone le soir même. C'est un classique, elle escalade, t'effraie, espère que tu céderas. Reste calme. Tu as les éléments. Et c'était vrai. Texto, historique d'appel, capture de ses posts publics, tout dessinait clairement le portrait d'une rupture qu'elle ne contrôlait pas. C'était quand même épuisant. La gueule de bois émotionnelle d'une défense permanente. Puis, 3 nuits plus tard, c'est devenu physique. Vers 21h45, j'étais en train de lire quand quelqu'un s'est mis à marteler ma porte, pas frapper, marteler. Ma première pensée a été, la police. La deuxième, pire. J'ai vérifié la caméra de la porte. Karen. Cheveux en bataille, yeux rouges, téléphone à la main comme si elle diffusait l'apocalypse en direct. Ouvre, Andrew, hurlait elle, sa voix résonnant dans le couloir. Tu as ruiné la vie de ma fille. Je n'ai pas bougé. J'ai juste appuyé sur « Enregistrer » dans l'appli. Elle a continué. Tu crois que tu peux l'humilier et t'en tirer comme ça? Tu es un petit malade. Tu vas payer pour ça, lâche. Les voisins commençaient à entr'ouvrir leurs portes. J'ai appelé la sécurité de l'immeuble. Ils sont arrivés vite, 2 agents et le gardien de nuit. Karen a essayé de se justifier, prétendant qu'elle venait juste récupérer les affaires de sa fille. Ils l'ont escortée dehors pendant qu'elle criait par-dessus son épaule, « On se verra au tribunal, minable ». Et c'est ce qu'ils ont fait. 2 jours plus tard, un épais courrier est arrivé par porteur. Cour supérieure du comté de Riverside. Plaignante, Molly Thompson. Défendeur, Andrew Taylor. La plainte? $8 000 pour préjudice émotionnel et frais de mariage non remboursables. J'ai éclaté de rire dans ma cuisine. Elle me poursuivait pour avoir rompu des fiançailles qu'elle avait sabotées. Nick n'avait même pas l'air surpris quand je l'ai appelé. Poursuite bâillon classique. Elle espère que tu vas transiger pour que ça s'arrête. On va répondre et demander les frais. Sa réponse au tribunal était froide, chirurgicale et implacable. Le mariage a été annulé par la plaignante. Aucun contrat n'existait. Aucun dommage ne peut être réclamé pour une rupture volontaire des fiançailles. Les preuves documentées du défendeur montrent au contraire un harcèlement émotionnel de la part de la plaignante et de sa famille. Il a joint des captures d'écran, des eurodatages, ainsi que le rapport d'incident de l'immeuble concernant la scène nocturne de Karen. Une semaine plus tard, l'affaire était classée sans suite, avec préjudice, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait pas être réintroduite. Quand la vie est arrivée, je l'ai encadrée. Pas par mesquinerie, par instinct de survie. Une petite victoire dans une tempête d'absurdité. La réaction de Molly a été immédiate. Elle a posté un selfie en pleurs, légendé. Quand le système ne protège pas les femmes une fois de plus, cœur brisé #justice pour les victimes. Ses abonnés ont inondé les commentaires. Reste forte, Queen, les hommes s'en sortent toujours, poursuis-le encore. Mais quelque chose avait changé. Les commentaires n'étaient plus aussi unanimes. Parmi les messages de soutien, il y avait des questions. Attends, t'as pas admis que tu restais avec lui, pour l'instant, sur haut-parleur. Un autre, c'est pas ta mère qu'on voit hurler devant sa porte dans une vidéo? Le récit commençait à se fissurer. Karen a essayé de colmater, évidemment, un long post Facebook sur « Certains hommes qui font semblant d'être gentils jusqu'à ce qu'ils montrent leur vrai visage ». Mais les captures qui circulaient dans les discussions racontaient une autre histoire. Quelqu'un avait fait fuiter la vidéo de ma caméra de porte, le meltdown de Karen en HD. À la fin de la semaine, son compte Facebook avait disparu. Celui de Molly était passé en privé. Pour la première fois depuis un mois, mon téléphone a cessé de vibrer. Le silence me paraissait irréel, comme si le monde avait enfin expiré. Nick m'a appelé ce vendredi soir. Je t'avais dit que ça tomberait, a-t-il dit. Elle n'a plus de cartouche. Tu t'en es sorti comme un chef. Je voulais le croire. Mais je connaissais trop bien Molly. Chaque fois qu'elle avait été acculée, elle avait trouvé une nouvelle façon de tordre l'histoire. Cette fois ne ferait pas exception. Et si j'avais raison, sa prochaine manœuvre ne passerait pas par les tribunaux. Elle passerait par quelque chose de bien plus bruyant, de bien plus sale. Parce que pour des gens comme Molly, l'attention n'est pas un effet secondaire. C'est le but.
Seattle devait être une page blanche d'une ville où personne ne me connaissait comme le gars dont l'ex est devenu viral en l'accusant d'abus émotionnels. Nouveau boulot. Nouveau numéro. Nouvel appart avec vue sur un bout tranquille de la baie. Pendant quelques semaines, ça a marché. Je courais le matin, je me suis inscrit à une salle de sport, j'ai recommencé à lire. La paix n'était pas bruyante, c'était l'absence de la voix de Molly. Puis est arrivé le premier mail. Objet, tu ne peux pas juste effacer les gens. Le message lui-même était long, émotionnel et décousu, un flot d'excuses, d'accusations et de nostalgie. Je t'aime encore, Andrew. Tu n'as pas le droit d'abandonner quelqu'un qui a cru en toi. Tu me dois une clôture. Je l'ai supprimé. Puis un autre est arrivé. Tu es mon chapitre inachevé. Si tu acceptais juste de me parler, on pourrait tout arranger. J'ai changé d'adresse mail. 2 jours plus tard, une enveloppe manuscrite est apparue sous ma porte. Mon estomac s'est noué en reconnaissant l'écriture arrondie, Molly Wallace. À l'intérieur. Tu as déménagé mais je te sens partout. S'il te plaît, juste une conversation. Je n'arrive pas à dormir. L'écriture tremblait. Il y avait des petits cœurs sur chaque i. Je l'ai fixée longtemps avant de la glisser dans une pochette plastique, une pièce à conviction, pas un souvenir. La voix de Nick au téléphone était ferme. Tu as déjà assez pour déposer une plainte pour harcèlement. Fais-le avant que ça empire. Et ça a empiré. 3 nuits plus tard, le vigile de l'immeuble m'a appelé. Monsieur Taylor, on a surpris une femme qui essayait de suivre un résident à l'intérieur. Elle a dit qu'elle venait vous voir. Mon cœur a plongé. Elle a donné un nom? Il a hésité. Molly Wallace. J'ai regardé le flux de la caméra. Elle était là, debout dans le hall, serrant un sac contre elle, cheveux en désordre, portant le même trench qu'elle mettait pour aller au brunch. Quand les agents lui ont demandé de partir, elle répétait « J'ai juste besoin de lui parler. Il sera content de me voir. » Ils l'ont raccompagnée dehors. Ce soir-là, j'ai demandé une ordonnance de protection provisoire. L'audience a été fixée à la semaine suivante. Salle 2B, tribunal du centre-ville. Molly est venue avec ses parents, Karen avec ses perles, son père dans un costume de taille trop petit. Molly avait l'air fragile, toute pâle, lèvres tremblantes. Le spectacle pouvait commencer. Le juge, un homme plus âgé avec de petites lunettes, a parcouru le dossier. Mademoiselle Wallace, vous êtes accusée de tentative de contact répété, numérique et physique, après que Monsieur Taylor vous a demandé de cesser tout contact. Est-ce exact? Molly a joint les mains. Oui, mais je voulais juste lui parler. Il a disparu. Il est parti sans même me dire au revoir. J'avais besoin de clôture. Ça s'appelle du harcèlement, a dit le juge calmement. Sa mère a poussé un cri indigné. Son père a marmonné, c'est ridicule. Le juge a continué. Mademoiselle Wallace, nous avons des mails, des lettres, et des vidéos de sécurité montrant vos tentatives d'entrer dans la résidence de Monsieur Taylor sous de faux prétextes. Contestez-vous ces éléments? La lèvre de Molly a tremblé. Je ne voulais pas lui faire de mal. C'est possible, a répondu le juge, mais l'intention n'annule pas l'impact. Il s'est tourné vers moi. Monsieur Taylor, un dernier mot? Je suis resté bref. Je veux juste que ça s'arrête. Je ne la déteste pas. Je veux seulement récupérer ma vie. Il a hoché la tête. Ordonnance de protection provisoire accordée. Mademoiselle Wallace doit rester à au moins 300 pieds du domicile et du lieu de travail de Monsieur Taylor, ou de tout endroit qu'il fréquente. Tout contact, numérique ou autre, est interdit. Molly a commencé à pleurer. Karen l'a serrée contre elle, me lançant un regard comme si je venais de frapper un chiot. Son père est resté droit, mâchoire crispée, débordant de colère. En sortant, j'ai entendu Karen murmurer « On va faire appel ». Ils ne l'ont pas fait. 1 mois plus tard, l'ordonnance est devenue permanente. Molly ne l'a même pas contestée cette fois. Elle était assise de l'autre côté de la salle, silencieuse, sauf pour quelques sanglots discrets qui résonnaient contre les boiseries. Quand le juge a annoncé la décision, elle s'est effondrée dans les bras de sa mère. Son père a attendu le parking pour exploser. Il a crié de l'autre côté de l'asphalte, « Un vrai homme ne fuit pas l'amour ». Je me suis arrêté, je me suis retourné, j'ai croisé son regard. Un vrai homme ne reste pas un plan B. Il est devenu rouge,
comme s'il allait me frapper. Karen l'a retenu. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'eux, de ses parents qui avaient élevé une fille persuadée que la manipulation, c'est ça, l'amour. Mais la pitié n'efface pas les dégâts. De retour chez moi, j'ai ouvert les fenêtres, j'ai laissé l'air froid remplir la pièce, et j'ai pris la dernière enveloppe qu'elle m'avait envoyée encore fermée pour la jeter dans la cheminée. La flamme a pris vite, enroulant son nom en fumée. Cette nuit-là, j'ai dormi d'une traite pour la première fois depuis des mois. Pas de rêve. Pas de téléphone qui vibre. Juste le calme. 5 mois plus tard, je me suis réveillé sur un mail de mon manager. Félicitations, Andrew, tu es promu ingénieur principal. 76 000 par an. Une petite ligne sur un papier à en-tête d'entreprise, mais ça signifiait quelque chose de plus profond que l'argent. Ça voulait dire la stabilité. Ça voulait dire que je m'étais reconstruit à partir du chaos qu'elle avait laissé. C'est étrange, je mesurais autrefois la réussite en jalons, fiançailles, mariage, maison à deux, le prochain grand nous. Maintenant, je la mesure en paix. En matinée tranquille et nuit complète. En liberté de ne plus consulter mon téléphone avec la peur au ventre. J'ai perdu $1 300 sur la bague, c'est vrai. Mais en échange, j'ai acheté quelque chose d'inestimable, mon avenir. Puis il y a eu Laura. On s'est rencontrés lors d'une petite conférence tech à Bellevue, elle dessinait un logo minimaliste pour le stand d'une start-up, et j'ai renversé mon café dangereusement près de son carnet. Elle n'a pas sursauté, elle a juste esquissé un sourire en disant « Tu m'en dois un autre ». Ça a commencé comme ça, sans jeu, sans agenda caché, juste deux personnes un peu maladroites au même moment. Laura est graphiste, posée, avec ce genre de calme qui n'a pas besoin d'être bruyant pour être sûr de lui. Elle sait tout, toute l'histoire. Je n'ai rien édulcoré. Quand je lui ai raconté la soirée sur le canapé, le haut-parleur, et cette phrase qui a tout brisé, elle a écouté attentivement, puis a dit « Heureusement que tu es parti. » Une femme qui dit « Pour l'instant » a déjà choisi. Cette phrase m'est restée. Parce que c'était bien ça un choix. Et le mien aussi. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis choisi, moi. Je reçois encore parfois des échos du passé. Un ami commun m'écrit, pour info, Molly est revenue en ville. Où j'apprends qu'elle bosse maintenant dans une agence de voyage, qu'elle vit à nouveau chez ses parents. Qu'elle raconte toujours que je l'ai brisée. Qu'elle le fasse. Si elle a besoin de cette version de l'histoire pour dormir, qu'elle la garde. J'ai appris que la clôture, ce n'est pas quelque chose qu'on attend, c'est quelque chose qu'on décide. Parfois, je repense à cette nuit sur le canapé, quand tout aurait pu se dérouler autrement. J'aurais pu laisser passer, me dire qu'elle décompressait juste, faire semblant de ne pas entendre les mots, pour l'instant. On aurait peut-être célébré le mariage. Acheté une maison. Construit une vie au-dessus d'un mensonge. Et puis, des années plus tard, je me serais réveillé à côté d'une étrangère, en me demandant quand elle finirait par trouver quelqu'un de mieux. À la place, je suis parti avant que la pourriture n'atteigne les fondations. Aujourd'hui, la vie est simple, pas parfaite, pas cinématographique, juste réelle. Les week-ends avec Laura qui esquisse des croquis pendant que je bidouille du code. Les pancakes du dimanche. Une playlist Spotify commune qui remplace peu à peu le silence. Je ne sursaute plus quand le téléphone sonne. On me demande parfois si je regrette d'être parti, de m'être défendu, d'avoir rendu les choses publiques. Non. Parce que ce chapitre m'a appris ce que l'amour n'est pas. Ce n'est pas une loyauté conditionnelle. Ce n'est pas l'humiliation déguisée en honnêteté. Et ce n'est certainement pas rester avec quelqu'un qui traite l'engagement comme une salle d'attente. J'ai appris quelque chose qui semble cliché jusqu'au moment où tu le vis, quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le la première fois. Molly me l'a montré. Et j'ai enfin écouté. C'est peut-être ça, la vraie vengeance, pas les procès, pas les ordonnances du tribunal, pas même la promotion. C'est la paix. Celle qui n'a pas besoin de validation, qui n'a rien à prouver à personne. Parfois, quand je passe devant le magasin de prêt sur gage où j'ai vendu la bague, j'aperçois mon reflet dans la vitre. Je ne vois pas un homme qui a perdu une fiancée. Je vois un homme qui s'est récupéré lui-même. Et s'il y a une chose que je n'oublierai jamais, c'est celle-ci, les ordures finissent toujours par sortir toutes seules, il faut juste être assez intelligent pour ne pas courir après.